Monsieur le Président du Conseil d'État de la République et du canton de Genève, Madame la Présidente de la Fédération, chère amie, Madame Calmiré, Monsieur le Recteur, Yves Flukiger, vous m'avez honoré aujourd'hui à double titre, d'abord pour m'avoir invité à faire cette conférence sur l'islam en Europe, mais surtout par votre présence. Je vous remercie de cette présence. Je voudrais remercier également les ambassadeurs qui sont présents avec nous, le représentant du Haut Commissariat pour les droits de l'homme et, d'une manière toute particulière, les collègues du Comité des droits de l'homme qui sont avec moi, je pense pour me soutenir et pour m'encourager. Je vous remercie tous du fond du cœur. L'islam en Europe, il est difficile, par les temps qui courent, de tenir sur notre sujet des propos mesurés et justes, tant ce débat est devenu le lieu privilégié de la fureur, des passions et des grandes peurs de notre siècle. La neutralité ou l'objectivité du regard sur cette question sont devenues quasiment impossibles, à commencer d'ailleurs par les statistiques. Certaines statistiques annoncent que l'Europe sera à 30% musulmane en 2050. D'autres avancent le chiffre de 20%, d'autres encore le chiffre de 40%. Qui y croire? Ce que je voudrais dire, c'est que les statistiques, de fluctuation à fluctuation, deviennent l'objet d'exploitation politique, chaque parti, chaque tendance, essayant de tirer les statistiques vers son propre terrain et au profit de sa propre cause. En fin de parcours, les statistiques perdent leur sens et leur portée informative. Mais l'islam, quelles que soient les statistiques, est devenu, comme l'ont indiqué mes prédécesseurs à cette tribune, un fait incontournable, un phénomène européen incontournable et indéniable. Par conséquent, dans le tourbillon des passions et des grandes peurs dont je parlais, commençons ensemble par faire 4 petits pas vers la sagesse. Le premier, cela a été dit, ne parlons pas de l'islam comme d'un fait nouveau en Europe. Un parcours historique nous met en face d'une réalité complexe qui remonte quasiment aux origines mêmes de l'islam et à son expansion fulgurante au détriment de l'Empire byzantin, mais surtout en Europe des royaumes wisigoths et des royaumes mérovingiens puis carolingiens. À partir du 8e siècle, les relations entre l'islam et l'Europe deviennent alors un champ immense de confrontations, à la fois militaires, diplomatiques, religieuses, culturelles. Il s'ouvre cependant aux ententes, aux échanges de tous ordres, diplomatiques, scientifiques, commerciaux, comme au temps de l'Andalousie omeyyade. De cette longue histoire, nous pouvons effectivement, comme le disait le recteur tout à l'heure, tirer la conclusion que l'islam a, d'une certaine manière, forgé l'image de l'Europe et que, d'une certaine manière également, l'Europe a forgé l'image de l'islam. L'Europe, c'est le résultat de l'empire d'Occident qui se replie sur lui-même, suite aux conquêtes islamiques pour les siècles à venir. Et l'islam devient l'autre par lequel l'Europe se définit elle-même. Un auteur chrétien espagnol, commentant la bataille de Poitiers,
utilise pour la première fois le terme européen pour désigner les combattants du Nord, les Francs, face aux envahisseurs sarrasins ou ismaélites, d'après ce qu'il écrit lui-même, ismaélites, dirigés par l'émir Abd al-Rahman. Bien plus, comme le rappellent certains historiens, le terme chrétienté, au sens culturel du terme, donc avec une majuscule, est une création lexicale, fruit de la confrontation du christianisme latin avec l'islam. Cette phrase n'est pas la mienne, elle est d'un historien qui s'appelle Dominique Lonia-Prat, qui est un spécialiste de l'histoire de l'islam en Europe. Et à partir de là, et jusqu'au XIVe, XVe siècle, l'Europe médiévale, comme le souligne le grand historien Lucien Febvre, se voit culturellement dominée par la civilisation islamique, ou arabo-islamique. L'avéroïsme latin, pour ne prendre que cet exemple, a été porté par des noms prestigieux européens. Siger de Brabant, Boès de Dacie, Gérard de Crémone, Aubry de Reims. Et tout ce monde de savants se trouvait au cœur des polémiques anti- ou pro-avéroïstes qui secouaient l'Europe médiévale à l'époque. Parce qu'à l'époque, on était soit pro-avéroïste, soit anti-avéroïste. Allez interroger les grandes universités de Padoue, de Bologne, de Montpellier, la Sorbonne de Paris à sa naissance, vous verrez que là était le vrai débat du Moyen-Âge. Ali Abbas, votre Ali Abbas, notre Ali ibn Abbas, votre Avicenne, notre Ibn Sina, votre Razès, notre Abu Zakaria Razi, dominez la médecine en Europe. Al-Hazen, notre Al-Hassan, Ibn al-Hassan, Ali, influença Roger Bacon et Vitélion dans le domaine de l'optique. Les mathématiques étaient animées par les travaux de Omar el-Khayyam et Khawarizmi. Khawarizmi, l'algorithmie de l'Europe, dont le nom passera dans l'expression, dans le terme algorithme. Et la science astronomique européenne. La science astronomique européenne, y compris, mesdames et messieurs, et ça c'est encore des historiens qui parlent, je ne suis pas historien, je suis en train de faire parler les historiens. La science astronomique européenne, y compris celle de Copernic, n'a été possible que grâce aux travaux de Biruni et Ibn Shatir. L'islam alla jusqu'à s'introduire dans le conflit entre le catholicisme et le protestantisme, chacun des deux protagonistes trouvant dans l'islam un repoussoir pour dévaloriser ses adversaires, comme par exemple dans cette estampe du XVIIe siècle, représentant, d'après l'estampe, l'imposteur Mahomet, avec son Alcoran, et le séducteur Calvin avec ses constitutions. Ou dans les travaux de Jean Chardin, développant les qualités, Jean Chardin, qui développe les qualités de rationalité, de dévotion, de tolérance de l'islam, pour les opposer évidemment aux pratiques de l'Église catholique, et notamment le fanatisme et l'intolérance des missionnaires. Alors, cessons de dire que l'islam est étranger en Europe. Il se fait que, dès la Renaissance, le cours des événements va changer. C'est une nouvelle Europe qui apparaît dans l'histoire du monde, une Europe rajeunie, une Europe de la Renaissance, puis une Europe du classicisme, puis une Europe des Lumières, avec son émancipation généralisée par rapport au carcan de la société traditionnelle, nobiliaire, monarchiste ou impériale. Cette Europe, avec ses découvertes scientifiques, ses révolutions philosophiques, artistiques et intellectuelles, qui, à son tour, va se mettre à forger l'image de l'islam. Nous allons alors assister à un phénomène paradoxal. L'islam intensifie sa présence physique en Europe, mais recule sur le plan de l'influence de la culture et de la civilisation. Et plus il est présent en Europe, moins
son influence, plus il est présent physiquement, matériellement en Europe, moins son influence culturelle ou philosophique est présente. À partir de là, c'est l'Europe qui va forger l'image de l'islam. L'histoire de l'Europe qui forge l'image de l'islam est trop longue. Personnellement, j'y ai consacré ma thèse de doctorat. Mais vous n'avez qu'à considérer, par exemple, l'image au XIXe siècle. Vous verrez qu'il parle européen, et surtout dans la science politique, dans le droit. Depuis les Tanzimates turcs, l'ère des Tanzimates turcs en 1839, depuis le pacte fondamental tunisien de 1857, la constitution tunisienne de 1861, tout le monde arabe et tout le monde musulman, et je dis le monde musulman, c'est-à-dire l'Inde, par exemple, l'Empire moghol, se mettent au diapason de la culture et de la civilisation occidentale. Je me souviens maintenant de mémoire d'une phrase qu'avait prononcée le khedive Ismaïl d'Égypte qui disait « J'entends fermement organiser les administrations de mon royaume sur le modèle européen. » Je m'arrête là parce que c'est une longue thèse, mais c'était tout simplement pour vous dire que si d'une certaine manière l'Europe a forgé l'image de l'islam, l'islam a également forgé l'islam de l'Europe. Voilà le premier pas de la sagesse qu'il faut avoir à l'esprit. Faisons ensemble un deuxième pas vers la sagesse et cessons de considérer la barbarie comme un fait spécifique à telle ou telle civilisation ou religion. Sous le toit de la barbarie, toutes les civilisations, toutes les sociétés sont logées à la même enseigne. Et l'ignoble barbarie des armées de l'État islamique se loge aujourd'hui, sans plus ni moins d'éclat, dans le cycle infini et éternel des monstruosités de notre espèce, comme les génocides de toutes origines, la traite négrière, le commerce triangulaire, l'esclavage, les camps de concentration. Je n'en dirai pas plus sur ce point, tant cela relève de l'évidence historique. Mais j'ajouterai à cette question de la barbarie que cette barbarie, portée par le radicalisme religieux islamique aujourd'hui et pratiquée par l'État islamique, a quand même été provoquée, je vous le dis franchement, quitte à déclencher certaines réactions, par la politique internationale aveugle, inconséquente et irresponsable de certaines grandes puissances, notamment l'invasion de l'Irak en 2003. Cette politique, et cela a été établi par exemple dans le rapport Chilcot du 6 juillet 2016 en Angleterre, a été construite, c'est le rapport qui parle, a été construite sur le mensonge délibéré et systématique. Et elle a abouti à la destruction d'un peuple, d'une nation, d'un État. Elle a provoqué ou ravivé des tensions interconfessionnelles et interethniques, aboutissant à des guerres civiles incessantes qui ont alimenté les rancœurs, les haines et les délires schizophréniques, ce qui a favorisé incontestablement la constitution de cet État islamique. Monsieur le Président du Conseil d'État le disait, le monde musulman est aussi victime, également victime de cette barbarie que l'Europe. Faisons maintenant le troisième pas, le troisième pilier de la sagesse pour rappeler que l'élément explicatif essentiel ne doit pas être recherché dans la religion elle-même. Le credo religieux, la foi, les convictions profondes, les croyances, la métaphysique de la vie ne sont évidemment pas totalement détachables des phénomènes politiques et sociaux. Mais la religion en tant que telle n'explique rien. Cette dernière, en effet, change de sens, progresse, régresse, se purifie, se pervertit selon des interprètes, des locuteurs et des acteurs socialement et politiquement situés et qui subissent évidemment les pressions multiples et les contradictions
et les contraintes de leur environnement historique particulier. La situation de l'islam aux Balkans, par exemple. Prenons un exemple européen. La situation de l'islam aux Balkans révèle parfaitement ce point de vue. Dans les Balkans, la religion n'est pas réellement le facteur de discorde et de déstabilisation qui a abouti à la disparition dans la violence de l'ancienne République socialiste de Yougoslavie. Les religions principales dans les Balkans vivaient une cohabitation exemplaire, notamment le christianisme orthodoxe et l'islam sunnite, une cohabitation caractérisée par la tolérance et la mixité, laquelle mixité se retrouvait non seulement entre les communautés, mais également à l'intérieur des communautés et à l'intérieur des familles, où les mariages mixtes étaient une chose courante. Quand je parle des mariages mixtes, bien sûr, j'entends par exemple un mariage mixte entre une femme de religion islamique et un homme de religion chrétienne. Cela se pratiquait couramment. La crispation, la guerre, à la fois ethnique et religieuse, s'est imposée par la suite au changement de circonstances internationales. Dans ce cas, ce n'est pas la religion en elle-même qui explique le changement historique et la nouvelle configuration des relations interconfessionnelles, mais au contraire, c'est le changement des circonstances politiques, sociales et internationales qui explique le changement observé au niveau de la religion et des relations internes religieuses. Par conséquent, la radicalisation n'est pas un facteur interne à la religion. Elle est la conséquence d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la religion en tant que telle. Dans les Balkans, 4 facteurs nous fournissent les clés d'interprétation véritable. Le nationalisme, comme en Serbie ou en Bosnie, un nationalisme qui provoque ou attise ou réveille les haines. Le sous-développement, comme au Kosovo ou en Macédoine, qui alimente les frustrations, la victimisation et le sentiment d'injustice. Les jeux d'influence des grandes puissances, notamment l'OTAN et l'Union européenne d'un côté et la Fédération de Russie de l'autre côté, et enfin l'ouverture de certains pays comme le Kosovo à partir de 1999 aux influences wahhabites. Voilà les facteurs qui participent à la radicalisation. Enfin, dernier et 4e pas vers la sagesse. Cessons de considérer l'islam comme un tout monolithique. L'islam, que ce soit sous sa forme religieuse ou en tant qu'expression d'une civilisation, englobe une réalité mouvante, plurielle, contrastée, à côté de l'islam politique dont les expressions les plus radicales monopolisent l'opinion publique et les médias aujourd'hui, hélas. Il existe dans le champ politique et social d'autres islams. Islam du fort intérieur, islam de simple culture, islam apolitique, islam démocratique, islam mystique, islam moderne, islam communiste, etc. Par conséquent, il ne faut pas se précipiter pour imputer le radicalisme religieux dans ses formules extrémistes à la religion islamique en tant que telle. Comprendre, examiner, juger, mais surtout résoudre les problèmes de toutes sortes dus à la présence de l'islam en Europe nécessite de notre part, et en tout premier lieu, l'examen des ruptures et des malentendus. Analysons donc la présence de l'islam au milieu des ruptures. Les suites de la décolonisation ont eu paradoxalement pour effet une accentuation des flux migratoires vers l'Europe, en particulier dans les anciens États colonisateurs. L'offre de travail, de technologie, de sciences est bien plus forte au nord. Et certaines franges des peuples du Sud allèrent y tenter leur chance. Étudiants, commerçants, mais surtout ouvriers de l'industrie et des services allèrent vers le nord pour s'y fixer durablement, tandis que les nordistes, je mets ce mot entre guillemets évidemment, ne revinrent qu'à titre tout à fait temporaire pour apprécier les joies de la mer et du soleil. Minorité secondaire, les premières générations de l'immigration furent cantonnées dans des rôles subalternes. Vers les années 1960 et pratiquement jusqu'aux années 70, on entendait très rarement parler de l'islam en Europe. Quand je faisais mes études à Paris, l'islam n'existait pas. On se retrouvait parfois pendant le ramadan 4-5 personnes
dans des instances privées, familiales, et personne ne parlait de l'islam. Je n'ai jamais entendu parler de l'islam au journal de 20 heures, alors qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que vous commencez par là et que vous finissez par là. Donc c'est le règne du silence, c'était le règne du silence et de la discrétion. L'immigré, même possédant la nationalité, demeurait un étranger. Et ce paysage va changer rapidement et radicalement avec la deuxième, mais surtout avec la troisième génération de l'immigration. Qu'est-ce qui changea rapidement? Premièrement, la démographie. La population musulmane a été multipliée au moins par 2 au cours des 30 dernières années. En conséquence, le sentiment de la psychologie minoritaire va changer de nature. La progression démographique donne une nouvelle dimension au sentiment minoritaire. Les immigrés, tout en restant périphériques, ne sont plus quantité négligeable. Et cela va se traduire par un sentiment d'irréversibilité des droits acquis. Il est évident que cette perspective démographique ne peut pas rester neutre sur la psychologie politique des populations issues de l'immigration. Deuxièmement, il faut noter le phénomène qu'on pourrait appeler de coagulation dans certains États européens. Ce phénomène découle de la territorialisation des populations musulmanes émigrées au sein de l'espace européen. Il n'est pas général, mais il existe. Ces populations occupent dans certains États européens des territoires de seconde zone, foyers HLM, périphérie des grandes cités, banlieues éloignées. Mais ici encore, il ne faut pas s'arrêter au point de vue physique et géographique. En effet, derrière cette coagulation géographique va se consolider une coagulation mentale, symbolique et psychique. Et cette coagulation mentale va avoir des effets certains sur l'isolement de la population musulmane au sein de la population européenne, ce qui va favoriser les conduites de démarquage et les réflexes identitaires. Troisièmement, l'insertion dans l'espace public, il faut en tenir compte. Il y a une insertion de ces minorités qui étaient marginales, leur insertion dans l'espace public, celui des loisirs, de l'école, des services, par le phénomène de l'expansion démographique et de la stabilisation professionnelle, de la scolarisation des enfants musulmans nés sur le sol européen, un phénomène naturel d'insertion dans l'espace public va avoir lieu et cela va également changer la mentalité et la psychologie de la population musulmane en Europe. Enfin, la situation juridique, par l'effet de la nationalité et du jus soli, la possession de la nationalité juridique, n'est-ce pas, donne en effet aux populations immigrées une sécurité juridique bien plus accentuée que celle de l'étranger. Et ce facteur va venir consolider et renforcer la nouvelle perspective du sentiment minoritaire que nous avons évoqué précédemment. La minorité n'est plus vraiment une minorité. Ce sont à la fois cette massification et cette visibilité qui vont provoquer tous les problèmes qui vont sortir par la suite, notamment les ruptures et les querelles autour de l'identité et de l'intégration entre le milieu d'accueil et celui de l'immigration. Voyons tout d'abord, et très franchement, les ruptures du côté des immigrés, et je verrai ensuite les ruptures du côté du milieu d'accueil. Du côté des immigrés, il n'y a évidemment pas que des ruptures. Une bonne partie des musulmans, une grande partie des musulmans, oserais-je dire, une majorité des musulmans, ne pose pas des problèmes d'insertion ou d'intégration en Europe. Elle réussit dans le domaine professionnel, dans le domaine éditorial, dans le domaine artistique, etc. Mais une autre partie de la population dont on ne peut pas quantifier exactement le poids, une autre partie de la population va se trouver en porte-à-faux par rapport au milieu d'accueil. D'une manière générale, en se déportant de leur terre historique, les populations islamiques vont se trouver confrontées à un milieu totalement étranger à leur milieu d'origine. Alors que le milieu d'accueil connaît une sécularisation des comportements et des mœurs, une réduction de la foi à l'ordre purement privé et intérieur de la personne, les immigrants musulmans restent en général bien plus engagés dans les manifestations de leurs convictions religieuses. La religion saisit la personnalité entière dans toutes ses dimensions psychologiques et sociales. Le fait religieux conserve donc, d'une manière générale, pour le musulman, une pertinence sociale et politique extrêmement forte.
Et c'est cela qui va donner à la religion, en Europe et ailleurs qu'en Europe, à la religion musulmane, une sorte d'activisme, sinon de virulence politique ou sociale, constatable, qu'elle n'a plus au sein des religions majoritaires en Europe. Cette situation objective, alimentée par tous les facteurs de décalage et d'exclusion que nous avons analysés précédemment, va provoquer chez certains cette conscience de la victimisation. Sur ce plan, nous passons du sociologique, c'est très curieux, à l'éthique et au politique. Autrement dit, la marginalisation n'est plus ressentie comme un fait social, un fait sociologique, mais comme une défaillance éthique dont le milieu d'accueil serait responsable, par racisme, discrimination confessionnelle, délit de faciès, etc. Il est évident, mesdames et messieurs, que le langage des partis européens de droite et d'extrême droite ne fait qu'alimenter ce sentiment de la victimisation. C'est ce sentiment qui provoque ou développe les prédispositions psychiques et comportements favorables aux réflexes défensifs, au démarquage, à l'agression ou même à la violence. Les réactions musulmanes en Europe et hors d'Europe au discours de Ratisbonne en sont un parfait témoignage. Le paradoxe, c'est que l'amélioration incontestable de la situation minoritaire, qui consiste à se sentir chez soi, comme citoyen à part entière, et le renforcement de la présence et de la visibilité et de la sécurité juridique acquise par la nationalité, ne vont pas diminuer la densité des ruptures, mais au contraire, et ça c'est paradoxal, les renforcer. Autrement dit, actuellement, dans une certaine frange de la population des musulmans, plus le musulman se sent chez soi en Europe, plus il est tenté par son autre chez soi, celui de son origine extra-européenne. Il se fait que cet autre chez soi prend la couleur d'une identité socio-confessionnelle, ce qui va le pousser parfois à survaloriser les signes extérieurs les plus visibles de cette appartenance. Cette contradiction est la source du malaise de certaines franges de la population immigrée. Il est remarquable de constater qu'elle se radicalise encore plus chez les convertis passés à l'islam par l'effet des liens familiaux, des fréquentations ou de la prison. Ces comportements dissonants sont découverts à l'occasion d'affaires ou de procès retentissants, comme les affaires de nullité de mariage pour absence de virginité, ou les affaires de polygamie, ou encore les affaires relatives à la loi française interdisant la dissimulation de visage dans l'espace public, ou, dernière en date, l'affaire des burkinis, jugée par le tribunal administratif de Nice. À ce niveau, nous entrons dans le monde du spectacle sociétal et de la mise en scène des différentes figures de l'hostilité. En réalité, ces procès, ces événements sont des révélateurs d'opinion. Ils ne sont pas vraiment significatifs en eux-mêmes. Ils prennent leur sens, leur portée et leur intensité par leur signification symbolique et par la manière avec laquelle ils sont gérés par les autorités officielles et par les médias, ainsi que par les différents protagonistes. Ce n'est quand même pas quelques dizaines ou même quelques centaines de burkas ou de burkinis qui vont changer les configurations sociologiques d'une société. Mais la valeur symbolique attachée au signe prend une proportion démesurée par rapport à sa signification réelle. En tout état de cause, ces procès et ces événements révèlent l'existence d'un antagonisme culturel tracé à l'avance que les médias ou les autorités manipulent au gré des craintes réelles ou des peurs inventées et en fonction des stratégies particulières des partis et des instances politiques. Ces manipulations et stratégies finissent par cristalliser les réactions aux réflexes communautaires qui, avec le temps, finissent par provoquer un véritable phénomène de conditionnement de la pensée, des sentiments et des comportements, préparant ainsi la voie à de possibles explosions de violence à caractère communautaire. Les ruptures peuvent prendre la forme de protestations du côté des immigrés, toujours, je suis dans le chapitre des immigrés, plus ou moins véhémentes par l'intermédiaire des médias, des réunions, des grèves, des manifestations. C'est le cas des réactions radicales de 2005-2006 contre les caricatures de Mahomet ou contre la loi française dite sur le foulard islamique. Il faut signaler que par le phénomène du conditionnement que j'ai évoqué, cela peut aller jusqu'aux formes les plus extrêmes de violence. Qu'elles soient ciblées
comme l'assassinat de Theo Van Gogh ou l'attentat contre Charlie Hebdo, ou qu'elles prennent la forme de violences aveugles visant indistinctement les populations civiles sur le territoire de l'État d'accueil, comme l'attentat du Bataclan, l'attentat de l'aéroport de Bruxelles ou l'attentat de Nice. Du côté de l'immigré, le problème découle par conséquent de la confrontation entre ces deux chez-soi. Son mode de vie peut être totalement sécularisé, mais il va entendre et vouloir, par volontarisme pur, se démarquer par rapport à la société sécularisée. Les rapports familiaux n'ont rien à voir avec ceux du milieu d'origine, mais d'un autre côté, il ne peut se résoudre à abandonner les conceptions ancestrales de l'autorité, de la sexualité, de la virginité, de la pudeur et du statut, et des statuts, statut du père, statut de l'épouse, statut de l'époux, statut de la mère, statut du grand frère, statut des oncles, etc., etc. Les soudures anciennes, elles sont rouillées, elles sont complètement vermoulues, mais elles existent toujours et souvent par volontarisme. Pour combien de temps encore, nul ne peut le dire. Les ruptures n'existent pas uniquement du côté de l'immigré, ils existent également du côté du milieu d'accueil. Malgré sa culture humaniste, malgré son histoire politique, malgré ses traditions scientifiques marquées par la relativité, la découverte de l'autre, l'admiration de ce qui s'invente et se produit ailleurs. Regardons par exemple les figures de Goethe, d'André Malraux, ou même celles de Voltaire et de Montesquieu, typiquement représentatives de la personnalité européenne. Malgré ces traditions religieuses valorisant les valeurs de la charité et de l'hospitalité, le milieu d'accueil demeure en grande partie dominé par le psychisme des clôtures, ce qui le pousse à réagir à une impression d'invasion, de colonisation par l'intérieur, qui met en relief les antagonismes religieux et culturels. C'est le thème favori des partis de droite et d'extrême droite, ou encore des laïcistes radicaux. Ces deux extrêmes vont se rejoindre sur ce plan-là. Ces partis expriment des positions et font des propositions qui ne correspondent nullement à la tradition intellectuelle européenne la plus forte, la plus dominante, celle des droits de l'homme et celle de la démocratie. Et je suis heureux de parler ici devant vous à l'occasion de la Semaine des droits de l'homme. Mais en le faisant, ils expriment une peur réelle pour les partis de droite, mais encore une fois, je le dis, certainement pour une majorité de la population de souche européenne, la visibilité islamique devient en quelque sorte trop flagrante. Elle est jugée agressive, hostile au milieu environnant, comme par exemple lorsque dans certaines rues, la place publique est occupée à l'heure des prières. La rue, en fait, est occupée à l'heure des prières. Un tel spectacle ne peut laisser indifférent l'opinion d'une société sécularisée. Du côté du milieu d'accueil, l'antagonisme prend différentes formes d'expression également. Elles peuvent être de nature officielle, c'est-à-dire étatique. Exemple, dans une tribune du journal Le Monde, datée du 9 décembre 2009, le président français, Nicolas Sarkozy, s'adressant aux musulmans français, affirmait « Je m'adresse à mes compatriotes musulmans pour leur dire que je ferai tout pour qu'ils se sentent des citoyens comme les autres, jouissant des mêmes droits, et que, à vivre leur foi, à pratiquer leur religion, je combattrai toute forme de discrimination. Mais je veux leur dire aussi que dans notre pays où la civilisation chrétienne a laissé une trace aussi profonde, où les valeurs de la République sont partie intégrante de notre identité nationale, tout ce qui pourrait apparaître comme un défi lancé à cet héritage et à ces valeurs condamnerait à l'échec l'instauration si nécessaire d'un islam de France qui, sans rien renier de ce qui le fonde, aurait su trouver en lui-même les voies par lesquelles il s'inclura sans heurte dans notre pacte social et notre pacte civique. » Fin de la citation. Le samedi 16 octobre 2010, un an après à peu près, la chancelière allemande Angela Merkel, tout en reprenant la formule du président Christian Wolff, « l'islam fait partie de l'Allemagne », reconnaît l'échec du multiculturalisme pratiqué jusque-là par la République fédérale allemande. Elle affirme
nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes. Celui qui n'accepte pas cela n'a pas sa place ici. Fin de la citation. Nous passons par conséquent du multiculturalisme à l'intégration. Et pour encourager cette dernière, le gouvernement allemand a décidé de financer la formation des imams par les universités allemandes. Ainsi, la présence de l'islam contribue à renforcer la religiosité. Mais faisons bien attention, non pas la religiosité au sens religieux, mais la religiosité au sens culturel du terme, dans un milieu qui est largement sécularisé. Il est tout à fait symptomatique que l'Europe se mette à repenser son origine judéo-chrétienne à l'heure où la présence islamique heurte symboliquement, non pas vraiment les convictions chrétiennes, mais les représentations sécularisées dérivant à l'origine de ces convictions religieuses, aussi bien protestantes, essentiellement protestantes, ça a commencé par là, mais qui ont ensuite contaminé le catholicisme. Les réactions du milieu d'accueil n'apparaissent pas exclusivement par l'intermédiaire de positions étatiques comme celle de M. Sarkozy ou de la chancelière Angela Merkel. La crispation de l'opinion en Europe a lieu également par des véritables chocs éditoriaux, Nous visons par là la publication d'ouvrages explosifs commercialisés à des millions d'exemplaires et qui sont traduits également, comme La rabbia e l'orgoglio, publié en 2001 par la journaliste italienne Oriana Fallaci, les deux essais de Bruce Bauer, le premier « While Europe Slept », « How Radical Islam is Destroying the West from Within », le deuxième « Surrender, Appeasing Islam, Sacrificing Freedom », ou encore le récent « Deutschland schafft sich ab » de l'auteur allemand Thilo Sarrazin, sorti en août 2010. L'une des dernières manifestations de cette grande frayeur européenne s'est révélée par la constitution du mouvement des Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident, en abréviation allemande Pegida. D'origine allemande, certes, mais qui, à partir de l'année 2015, donc très récemment, a essaimé sur toute l'Europe, tous les pays européens, la Suède, la France, l'Autriche, la Pologne, la Suisse, l'Angleterre, la République tchèque. Ce mouvement, dont l'idée essentielle est de construire la forteresse Europe, à la fois contre la mondialisation, contre l'islamisation, l'immigration et le centralisme des institutions européennes, a rendu public à Prague le 13 mai 2016 par l'ensemble du réseau européen de Pegida. Et dans cette déclaration, la frayeur s'exprime par l'idée que, je cite la déclaration de Prague, « La fin de l'histoire millénaire de la civilisation occidentale pourrait bientôt survenir du fait de la conquête islamique de l'Europe, aussi bien de la conquête islamique de l'Europe que de la trahison des élites politiques. » Fin de la citation. Les élites politiques sont donc accusées d'être volontairement ou involontairement les complices de l'invasion islamique. Pour éviter cette déliquescence de la civilisation européenne, ces gens qui se qualifient de, je cite, représentants des différentes nations européennes, c'est comme ça qu'ils se qualifient, les représentants des différentes nations européennes, se disent prêts, et je lis dans le texte, à risquer leur liberté, leur richesse, leur position, leur carrière, et même jusqu'à leur vie, pour s'opposer à l'islam politique, au régime islamique et à ses complicités européennes. De mon point de vue, il serait tout à fait inopérant, je dirais même négatif, d'évoquer ce genre de réaction comme des expressions de discrimination, de racisme, et de vouloir s'en prendre à la personne des auteurs invoqués précédemment pour les accuser de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, etc. etc. Ils le sont objectivement, mais il faut considérer cela comme l'expression d'un véritable malaise culturel, d'une véritable crise culturelle et même d'un certain désarroi face aux expressions les plus radicales d'une religion récemment mais massivement implantée physiquement dans le contexte européen et l'échec de l'intégration. Comme nous le voyons, le tableau tout à fait sombre
ne semble pas être propice au développement du dialogue avec l'islam. Mais il serait défaitiste de s'arrêter à ce constat. Un dialogue, en effet, ne prend l'entièreté de son sens que précisément là où il semble contrarié par tous les facteurs imaginables. C'est au moment où les crises et les malentendus atteignent leur cime que le dialogue prend tout son sens et toutes ses dimensions en tant qu'instrument de la pacification des consciences et de l'action politique. Ce que je dis ne procède nullement d'une vue utopique ou naïve, sans lendemain. Je crois tout simplement que l'excès de réalisme est aussi préjudiciable que l'excès d'idéalisme. Il est temps, par conséquent, de dire quelles sont les conditions de ce dialogue, quelle pourrait être sa portée et quelle doit être sa nature. La situation que nous venons de décrire ne peut se résoudre que de deux manières. Ou bien par le recours à la violence et l'utilisation de la force, ou alors par la cohabitation pacifique grâce au dialogue et à la concertation. Il n'y a pas mille voies. Le recours à la violence advient pourquoi ? Pourquoi on recourt à la violence ? Parce que chaque protagoniste espère toujours mettre la victoire finale de son côté. Pour cette raison, l'histoire regorge de violences, de répression, de guerres civiles, de crimes contre l'humanité, qui se répètent et qui se répètent et qui se répéteront dans l'avenir, de déplacements ethniques, d'expulsions de populations entières, de génocides. Pourtant, le plus souvent, la violence ne fait qu'attiser les haines, provoquer la destruction massive des biens et des êtres sans résoudre le problème. Mais, dans d'autres cas, hélas, et je vous ai promis de parler franchement, dans d'autres cas, hélas, et certains le savent, il ne faut pas être naïf. Le recours à ces formes extrêmes de violence peuvent réussir et peuvent résoudre les conflits et les crises, ou plus exactement, peuvent les évacuer. Et hélas, parfois pour toujours. Mais nous connaissons leur coût humain. Nous connaissons le coût humain qui est désastreux. Et si, par conséquent, nous voulons éviter cette hypothèse de la haine, des malheurs et du cataclysme, il ne nous reste plus que le recours au débat d'idées et au dialogue, mais un dialogue qui doit déboucher sur des actions et des décisions concrètes, et non pas un dialogue de colloques et de rencontres et de belles paroles, un dialogue qui aboutit à des résultats concrets. Quelles sont les conditions de ce dialogue dans la situation de l'islam en Europe aujourd'hui ? La première condition est qu'il faut maintenir la lutte ancestrale de l'Europe contre toutes les formes de nationalisme qui débouchent sur la haine de l'autre et en particulier sur l'islamophobie. Ces tendances qui excellent dans l'art de dresser des barrières confessionnelles ou raciales entre les communautés sont très anciennes en Europe. Elles ont donné, avant l'islamophobie, la séculaire judéophobie, la théorie du peuple déicide, les théories de la race aryenne et des races inférieures, et nous savons à quel désastre humain cela a fini par aboutir. Aujourd'hui, elles ravivent le vieil antagonisme entre la civilisation islamique et la chrétienté pour en faire la charpente d'un nouveau choc des civilisations et des confessions. Ce vieil antagonisme existe, historiquement il existe, nous le savons. L'islam a été en guerre très souvent contre l'Europe. Les nations, cela existe. Le problème, c'est que c'est l'exploitation de cette réalité historique incontestable. C'est son exploitation à des fins idéologiques qui est contestable et dangereuse. Elle porte des noms de guerre et de haine. Poitiers, Manzikert, Hittin, Las Navas de Tolosa, décret de conversion, décret d'expulsion, prise de Constantinople, bataille de Mohacs, bataille de Lépante, etc. Et ces noms actuels ne sont ni rien ni moins de plus que Eurabia, troisième invasion, djihad, terrorisme islamique, forteresse Europe, islamisation de l'Occident, etc. En contrepartie,
Il faut observer la même sévérité vis-à-vis des mêmes tendances victimaires qui existent de l'autre côté de la barrière. De ce côté, les mêmes symboles relancent perpétuellement l'hostilité. Ils portent également des noms: croisade, colonisation, évangélisation, pour devenir d'une manière systématique islamophobie, racisme, délit de faciès, etc. Un dialogue ne peut exister entre ces extrêmes. La pensée du dialogue, qui est une pensée rationaliste, doit refuser tous ces extrémismes et les rejeter catégoriquement. Et c'est par un travail de longue haleine, d'action politique et de vigilance intellectuelle qu'il faut mener un combat sans merci contre tous les ennemis de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix. La deuxième condition consiste à développer, encourager et promouvoir ce qu'on pourrait appeler l'islam libéral, l'islam des Lumières. Merci pour ceux qui ont évoqué ce mot de lumière. Il existe cet islam des Lumières. Et l'idée est la suivante. Comme toutes les autres religions, l'islam doit comprendre que pour survivre dans le monde européen, il doit s'adapter aux normes de la morale et du droit consacrées par les grandes conventions internationales reconnues dans le territoire européen et en particulier la Convention européenne des droits de l'homme. L'islam, par conséquent, doit rompre avec les principes qui ont dirigé son histoire sur ces terres historiques, notamment la confusion de la morale, de la religion, du droit et de la politique. La charia, aujourd'hui devenue dans les deux camps un cheval de bataille, est donc un concept qui doit être considérablement relativisé, pour ne pas dire oublié ou même aboli. Le seul langage commun susceptible de rendre possible la cohabitation est celui de l'autonomie personnelle, de la sécularisation, de la démocratie et de l'état de droit. La foi religieuse personnelle de chacun doit venir se loger dans ce moule de la modernité. Un travail en profondeur s'est réalisé et continue de se réaliser dans le monde musulman depuis les grands réformateurs, depuis Émir Ali, l'Indien, Mohammed Iqbal, le grand réformateur de l'Inde, Qasim Amin, Tahir Haddad, Mohammed Abdou, Rachid Rida, Tahir Ben Achour, etc. Ce mouvement est actuellement en train de se réaliser en Europe par l'intermédiaire des associations islamiques laïques, des mouvements féministes ou des penseurs qui, en Europe, tout en étant musulmans, défendent ce qu'un auteur a appelé un islam sans soumission. Sans renier leur foi ni leur culte, les musulmans doivent inventer leur islam en Europe. Pour devenir un croyant du fort intérieur, le musulman doit admettre sans réticence la possibilité et la validité des autres croyances, et en particulier celle de l'incroyance. Dès lors que cette idée est admise, la religion perd sa virulence politique pour mieux s'intégrer dans le contexte d'une démocratie laïque. Autrement dit, toute la question tourne autour des droits fondamentaux de la personne, à la tête desquels se trouve la liberté de conscience. Le musulman ne doit pas s'arrêter à la liberté de religion. Cela n'est pas suffisant, mais atteindre la liberté de conscience, ce qui lui ouvrira la possibilité de véritablement devenir européen et de se rehausser au plus haut niveau de la production intellectuelle et scientifique et de l'inventivité artistique. Regardons par exemple, pour donner un exemple, regardons la place de la judéité en Europe. Et je parle de la judéité, non pas simplement comme religion, comme un fait religieux, mais comme esprit avec un grand E, comme culture dans le développement de la civilisation européenne moderne. Le rôle de la judéité dans le développement de la culture et de la civilisation européenne. Cela ne peut pas être expliqué exclusivement par l'existence d'une tradition biblique judéo-chrétienne, mais également par l'énergie et l'intelligence créatrice d'une communauté minoritaire, malgré ou peut-être à cause de la judéophobie d'une Europe chrétienne. La place de la judéité est immense dans le développement de la science, des arts, de la philosophie et dans les grandes révolutions intellectuelles qu'a connues l'Europe depuis la Renaissance jusqu'aux temps les plus actuels. Et je n'ai pas besoin de vous nommer les savants, les artistes, les philosophes, etc., qui ont fait la civilisation européenne et qui sont d'origine non chrétienne en tout cas.
Par conséquent, la crispation islamique actuelle sur les mêmes thèmes érodés de l'identité, de l'authenticité, de l'hostilité, de la victimisation, de la charia, de la décadence morale et du déclin de la civilisation occidentale, tout cela maintient l'islam dans une sorte de classe marginale, non pas au sens simplement économique du terme, mais au sens intellectuel et culturel. Il faut que les musulmans d'Europe ne soient pas simplement intégrés à l'identité de base européenne, mais dans l'identité européenne des sommets, cette identité qui fait que l'Europe a constitué la source principale du développement de la modernité politique, scientifique, philosophique et artistique. La troisième condition, qui n'est que l'autre face de la seconde, consiste à assumer ce qu'on pourrait appeler les batailles de la liberté contre toutes les théologies et les idées politiques antidémocratiques. Cela consiste tout d'abord à attaquer par le débat d'idées les socles sur lesquels repose le salafisme, c'est-à-dire le naturalisme, le culturalisme et l'historicisme. Mais cela consiste également à expliquer comment et pourquoi, au niveau de l'humain, la philosophie des droits de l'homme et de la démocratie est supérieure à toutes celles qui fondent leur conception du droit sur une volonté extérieure tenue pour souveraine des hommes et de leurs lois. Cette perspective consiste à démontrer que la liberté inconditionnelle de religion n'est pas cette liberté monstrueuse, contraire aux droits de Dieu que craignent les musulmans, comme avant elle l'Église catholique, sous la pression des réformés. La religion islamique doit faire l'effort, en tout cas la religion islamique en Europe, doit faire l'effort d'admettre cette liberté qui n'est pas vraiment la sienne à l'origine. Disons, pour ne jamais perdre le sens de l'humour, que le malheur de l'islam a peut-être précisément été de ne pas avoir vraiment son Église catholique. Ces conditions impliquent un dialogue réel et sincère. Un tel dialogue ne consiste pas uniquement à voir l'autre comme la source de ses propres problèmes, mais comme une possible source d'enrichissement et d'ouverture sur le monde. Cela nécessite évidemment de connaître l'autre, autrement qu'à travers des clichés. Et je suis effrayé, effaré par le niveau d'ignorance réciproque des deux côtés, les musulmans qui ignorent ce qui les entoure et le milieu d'accueil qui ignore réellement ce qu'est l'islam, quelles sont ses nuances, quelles sont ses lignes de force, etc. Donc cela nécessite de connaître l'autre, autrement qu'à travers des clichés, d'aller fouiller dans le fond de sa culture tous les éléments propices pour un développement de l'amitié. La curiosité pour la culture de l'autre, la reconnaissance culturelle mutuelle, la défense de l'autre plus que soi-même, voilà les vrais préalables d'un authentique dialogue. Si ces conditions sont respectées, l'islam peut alors devenir un élément constitutif de la nouvelle identité européenne. Tout ce que nous avons affirmé implique une intervention conjuguée et coordonnée des organisations non gouvernementales. Ça, c'est une énorme politique, c'était un immense champ d'action politique qui va s'ouvrir à nous maintenant. En effet, cela implique une intervention conjuguée et coordonnée des organisations non gouvernementales, des universités. Et je suis heureux de parler devant une université aujourd'hui, qui est l'Université de Genève, des autorités régionales, des autorités locales, des églises, des autorités religieuses islamiques et de l'État. Le rôle de ce dernier est capital. À côté de ses attributions régaliennes en matière législative, l'État, en effet, doit assumer le rôle d'un coordinateur des actions pédagogiques et culturelles de la société civile. Et la société civile, dans ce combat pour les Lumières, doit aller la main dans la main, la société civile et l'État. À ce propos, et c'est par là que je terminerai, nous devons clarifier une question fondamentale des rapports entre la religion, la politique et le droit. Si cette question reste dans l'ombre, aucune amélioration ne peut être espérée. Cette question nécessite sans nul doute, à mon avis, une révision peut-être déchirante des pratiques de la laïcité traditionnellement suivies avec plus ou moins de rigueur en Europe. L'effort essentiel doit se porter vers la consécration d'une laïcité raisonnée, j'appelle cela une laïcité raisonnée,
adaptée au contexte de l'Europe actuelle qui n'est plus celle de 1905. Nous savons que le droit et les pratiques de la sécularisation de l'État et du droit en Europe varient considérablement. Mais, en vérité, derrière ces divergences de façade, il existe en Europe une laïcité minimum, un patrimoine commun de laïcité, c'est-à-dire de séparation, non pas tellement des églises et de l'État, mais de la religion et des choses sacrées d'un côté et des affaires politiques d'un autre côté. Les trois principes cardinaux de cette laïcité minimum sont les suivantes. Tout d'abord, comme l'affirme la Constitution italienne, la religion et l'État demeurent chacun dans son ordre propre. Cela implique une obligation de neutralité de l'État dans la détermination du dogme religieux et dans l'ensemble de la pratique religieuse d'un côté, et d'un autre côté, une neutralité des représentants de la religion dans le fonctionnement de l'État. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe consiste à garantir à la fois la liberté de conscience, c'est une chose plus que fondamentale, la liberté de conscience et le libre exercice du culte. En conséquence, cette laïcité minimum n'admet pas la pression des communautés religieuses sur les individus qui font partie de cette communauté religieuse. Et pourquoi? Parce qu'elle accorde une prévalence de la citoyenneté sur l'allégeance confessionnelle. Troisième principe, principe cardinal, qui consiste pour une même personne à reconnaître la suprématie de l'allégeance citoyenne par rapport à la société politique et à l'État, prévalence sur la société, prévalence sur l'allégeance du croyant par rapport à sa foi, à son dogme religieux, à son Église ou à son culte. En d'autres termes, lorsqu'il y a un conflit entre l'intérêt religieux et l'intérêt civique, c'est l'intérêt civique qui doit l'emporter. Je dis tout simplement que ce modèle, dans sa formulation minimum que nous venons de décrire, n'est pas adéquat, à mon avis, au contexte de la religion islamique en Europe, et ceci pour au moins deux raisons. La première est que l'islam n'a pas d'église et qu'il constitue encore aujourd'hui, pour la majorité de ses adeptes, une religion civile, c'est-à-dire une religion personnelle pratiquée par un peuple de croyants sans intermédiaire, sans sacrement, sans baptême, sans consécration. Quand nous disons religion personnelle, nous entendons par là que chaque personne croyante constitue en islam en quelque sorte une église miniature indépendante, ce qui a pour effet de politiser considérablement la question religieuse. La deuxième raison est que cette laïcité, loin de favoriser la constitution d'une citoyenneté européenne islamique, va favoriser au contraire l'ethnicité et la communautarisation de la religion et la constitution d'une sorte de ghetto confessionnel en marge de la citoyenneté et souvent hostile à cette citoyenneté. Lorsque l'État adopte une attitude de stricte neutralité, d'absolue neutralité à l'égard des religions, il ouvre la voie à l'emprise de la communauté sur l'individu, de la communauté religieuse sur l'individu, et dans le cas où la religion se pose précisément comme en islam, comme religion civile, à l'emprise des groupes religieux politiquement actifs et militants sur les membres de cette communauté confessionnelle. Tout cela favorise la marginalité de la communauté confessionnelle par rapport à la société d'accueil et à l'intérieur de la communauté confessionnelle, toutes les formes de militantisme politique, de radicalisme religieux et de menaces contre les récalcitrants. C'est ce qui se passe. À ce propos, et dans le contexte européen, il est impératif de rappeler que la situation de l'islam et des religions chrétiennes majoritaires n'est pas du tout la même. Tout d'abord, contrairement à l'islam, le christianisme a fait souche avec la civilisation européenne et a déterminé, par les moyens de la guerre et de la paix, de l'amitié et de l'adversité, de l'union et des scissions, a déterminé ses mœurs ainsi que toute sa culture, je l'ai déjà dit, sa culture politique, philosophique, poétique, littéraire, picturale, architecturale et musicale. Par ailleurs, dans la plupart des pays européens, le christianisme et les églises ont été nationalisés au niveau de la langue liturgique, au niveau de la communication et au niveau de la nationalité des ministres du culte. Enfin, après des guerres de religion sanglantes entre les religions elles-mêmes
et dans les rapports entre ces religions et les États, que ce soit l'Empire, le Saint-Empire romain germanique ou ensuite les royautés. Après des guerres de religion sanglantes entre les religions et dans les rapports entre les religions et l'État, les religions majoritaires de l'Europe se sont peu à peu acclimatées aux exigences spécifiques, tout d'abord de l'étatisme, chaque nation suivant la religion de son prince ou de son roi ou de son empereur, puis ensuite au patrimoine de laïcité européenne, le patrimoine commun de laïcité dont j'ai parlé, même dans les États qui invoquent la divinité dans leur constitution, ou qui, comme l'Angleterre, la Grèce ou d'autres États, par exemple, comme certains cantons suisses d'ailleurs, qui reconnaissent soit une religion officielle, ou une religion d'État, ou une religion du peuple, ou qui reconnaissent la religion comme collectivité de droit public ayant la personnalité juridique, ou qui la reconnaissent comme religion nationale. Les formules importent peu. L'islam d'Europe n'a pas vécu ces expériences, n'a pas vécu ces situations, et se trouve par conséquent dans une sorte de diachronie historique avec son milieu d'accueil. Par conséquent, il est demandé à l'islam en Europe de s'adapter très vite aux différentes évolutions religieuses que nous venons d'évoquer, notamment s'adapter à cette culture commune européenne minimum de la laïcité. Mais d'un autre côté, il est essentiel de développer et d'encourager une laïcité raisonnée, adaptée au contexte de l'islam en Europe. Cela veut dire que par tous les moyens possibles, notamment ceux des politiques publiques, il est indispensable d'équilibrer les exigences du citoyen et du croyant et de ne pas permettre à ce dernier d'engloutir au nom de la religion les droits et devoirs du citoyen. Cet équilibre difficile à obtenir, il est vrai, consiste à ne pas permettre ni à l'une ni à l'autre d'étouffer l'épanouissement de l'une ou de l'autre. Ainsi, la citoyenneté doit respecter et reconnaître la liberté et les droits de la religion, de la croyance et du culte dans leurs manifestations légitimes. C'est la leçon que vient de donner le Conseil d'État français dans son ordonnance du 26 août 2016 en rappelant aux autorités administratives en France qu'elles doivent, à moins que l'ordre public ne soit menacé, qu'elles doivent, je cite, concilier l'accomplissement de leur mission avec le respect des libertés garanties par les lois, notamment la liberté de circulation, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Le port d'un vêtement donné, même s'il provoque la colère et la réprobation, fait partie de cette liberté personnelle. La démocratie, loin de constituer comme la religion un système de pensée qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, ce n'est pas du tout l'objet de la démocratie, est un système d'organisation sociale qui nous apprend à nous tolérer les uns les autres. Mais la liberté du croyant ne doit pas et ne peut pas se développer que dans les limites de ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle l'ordre public européen, et dont les éléments essentiels reposent en fait sur la norme démocratique. Les éléments essentiels de cette norme démocratique sont constitués par la liberté de conscience, le respect de la paix civile, la consécration de l'espace public et des services publics essentiellement aux activités et libertés du citoyen, l'égalité en droits et en devoirs des hommes et des femmes, et, comme je le disais, en cas de conflit entre l'intérêt général, qui par définition est à caractère temporel, et les exigences particulières d'un groupe religieux, la prévalence de l'intérêt général. Ce sont ces principes qui doivent régler des questions pratiques sensibles, comme l'édification de lieux du culte, la pratique des cultes, en particulier la pratique du culte qui déborde sur l'espace public, la nationalité, la formation des personnes habilitées à administrer le culte, l'enseignement religieux dans les écoles publiques, mais également dans les écoles privées, les rites funéraires et d'ensevelissement, les pratiques et interdits alimentaires, les rites d'abattage, etc., etc. Cela implique évidemment d'une certaine manière une sorte de nationalisation de la religion. Et au niveau de l'Europe, son européanisation. Et il revient à l'islam, par conséquent, de s'adapter à ce contexte, mais il revient également à l'Europe de reconnaître les pratiques d'un certain islam, même si elles ne correspondent pas au goût ou à l'esthétique traditionnelle des pays européens.
à condition, bien entendu, que ces pratiques demeurent dans les limites de l'ordre public européen. S'il n'y a pas de raison acceptable pour interdire le port du burkini, comme l'a dit le Conseil d'État français, sur les rivages de l'Europe, il n'y a pas de raison non plus de permettre à n'importe qui, venant de n'importe où, d'enseigner et de prêcher n'importe quoi. Il n'y a pas de raison que des prêches soient conduits par des étrangers ou des nationaux dans une langue étrangère, prônant le radicalisme religieux ou véhiculant des philosophies hostiles à cet ordre public européen. Il n'y a pas de raison, enfin, que des lieux de culte musulmans soient construits, financés, pourvus en ressources humaines en territoire européen par des États étrangers. Cela revient à dire que la reconnaissance et la liberté des communautés religieuses ne peuvent se réaliser pleinement que sous le contrôle d'une autorité publique guidée par les principes de l'ordre public démocratique. Pour cette raison, j'estime que l'intervention du ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve le 29 août 2016, par laquelle il clôturait la consultation nationale avec les représentants de l'islam de France, est de la plus haute importance. Il a pris soin de souligner que l'allégeance citoyenne à l'égard de la République doit prévaloir sur tout autre, ce qui ne va pas de soi pour une communauté qui a tendance à situer la religion au-dessus de toute appartenance. Ce projet respecte intégralement les principes de la laïcité, puisque, par exemple, le financement du culte et des activités communautaires n'aura pas lieu par l'impôt, par le truchement de l'impôt, mais par des contributions privées. Comme je le disais précédemment, l'équilibre entre l'ordre public européen et la liberté religieuse est très difficile à atteindre. Il dépend évidemment des circonstances nationales ou même locales. Par conséquent, il peut varier selon les interprétations. Dans tous ces domaines, tout est question de proportionnalité ou de disproportion. Or, rien n'est plus difficile en droit comme ailleurs que l'évaluation des proportions et des disproportions. Mais quoi qu'il en soit, la laïcité passive, celle de la neutralité radicale de l'État, n'est plus de mise, à mon avis. C'est avec ces conditions que l'islam pourra véritablement trouver sa chance de rayonnement en Europe, ouvrant d'ailleurs à cette dernière l'occasion et la possibilité d'approfondir encore davantage son héritage classique de la liberté. Il s'agit, comme l'affirme Jacques Le Goff, de faire passer le musulman de la situation d'autre à celle de concitoyens à part entière. Je vous remercie.